Mesdames et messieurs, je vais faire aussi l'économie des formules protocolaires pour aller directement à l'essentiel. Mesdames et messieurs, au terme des travaux de la session d'appropriation du Programme national d'éducation aux valeurs, je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, vous remercier très sincèrement de votre forte mobilisation et de votre participation active au débat. Au début, je disais d'ailleurs à Monsieur le ministre que les experts ont tellement bien exposé le sujet que je me demande s'il y aura des questions dans la salle, mais je me suis trompé. En réalité, pour ceux qui lisent, et le temps a été donné par un professeur. Vous savez, les universitaires, quand ils se retrouvent, ils ne finissent jamais de parler. Parce que chez eux, il faut parler, expliquer. 1 heure pour que les citoyens prennent peut-être 30 minutes, 20 minutes pour eux. Et c'est pour cela que quand vous avez un universitaire, ce n'est pas la même chose que quand vous avez un militaire. Ils vont à l'essentiel. D'ailleurs, souvent que vous passez la parole à un universitaire ou à un militaire en conseil de cabinet, le militaire, lui, il va tac, 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 il va juste à l'essentiel. Alors l'universitaire, lui, il veut tout expliquer parce que c'est son rôle de pédagogue. Mesdames et messieurs, ces débats témoignent de l'intérêt que vous accordez à la vision du Programme national d'éducation aux valeurs qui consiste en la promotion de notre fonds des valeurs positives comme source de motivation et de réarmement des jeunes générations, utilisant notre capital humain comme un levier efficace d'épanouissement général et de promotion du développement. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie, gage de la réussite de la mission de service public assignée à l'administration publique et au commandement militaire. Mesdames et messieurs, la communication des experts chargés d'animer la présente session a mis en exergue le passé glorieux de notre pays, son riche patrimoine historique et les merveilles qui font notre fierté. Je voudrais les saluer ici, et quelqu'un a insisté à rappeler ici que du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État a cité un de nos éminents penseurs qui travaille au sein de cette commission. Je voudrais parler du professeur Ibrahim Ndiaye. Je vous demande de l'accueillir avec des applaudissements. Elle a également porté sur la nécessité de renforcer l'éducation aux valeurs à tous les niveaux, de rétablir l'autorité parentale et la culture citoyenne et de promouvoir les idéaux du panafricanisme. Elle a enfin mis en évidence la nécessaire synergie d'action entre l'ensemble des couches de la nation en vue de réussir la réappropriation de nos valeurs positives pour un Mali nouveau, refondé avec un nouveau type de citoyen. C'est le lieu de remercier et de féliciter le Collège des experts pour la densité de la communication et des réponses satisfaisantes que chacun a tenté d'apporter comme il voulait. Moi, j'avais beaucoup de questions, mais j'ai déjà eu les réponses dans leur intervention. Ce n'était plus nécessaire de revenir là-dessus. Comme quoi, chaque fois qu'on les écoute, moi j'aime bien écouter les experts ou lire ce qu'ils écrivent. J'ai personnellement toujours des questions. Je les encourage à poursuivre sur cette œuvre patriotique et au bénéfice de l'ensemble des couches de notre population. Mesdames et messieurs, nous partons satisfaits de la présente session, dont les recommandations pertinentes contribueront sans doute à l'exécution efficiente
des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal du programme national d'éducation aux valeurs, bien entendu avec l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. C'est dans ce même ordre d'idées que vos actions et vos discours doivent prendre en compte les 3 principes directeurs de l'action publique que nous avons constitutionnalisés à l'article 34 de la nouvelle Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État malien, les choix souverains du peuple malien et la défense de ses intérêts en tout lieu et en tout moment. Mesdames et messieurs, vous savez, chaque étape dans chaque nation, sinon même des continents, il y a des grands tournants. À la fin, disons au milieu du 19e siècle, début 20e siècle en Europe, il y avait une floraison d'idées. Les gens se cherchaient. C'est à peu près ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Il y a un célèbre document que beaucoup l'ont lu, qui s'appelle le Manifeste des communistes, où ils ont dit qu'il y a un spectre sur l'Europe. En réalité, aujourd'hui, il y a un spectre sur l'Afrique. La demande, l'exigence de souveraineté est une des données fondamentales aujourd'hui. Si vous regardez dans tous les pays africains, la demande de souveraineté, de sécurité sont les principales exigences qui déterminent la viabilité, sinon la stabilité des pouvoirs. Si vous regardez en Afrique, tous les changements qu'il y a eu, on a parlé de démocratie, mais en réalité, c'est à cause de l'insécurité. En Guinée, il y avait un président démocratiquement élu, il y avait des institutions. Pourtant, le manque de sécurité a fait que les citoyens ont applaudi au renversement du régime. Prenons le cas du Mali. Ça, c'est l'exemple typique que c'est l'insécurité qui était à la base du soulèvement des Maliens. Prenez le cas du Burkina Faso. C'est l'insécurité généralisée qui a amené les militaires à se soulever. La même chose au Niger. Il y a quelques années, certains voulaient faire du commerce sur l'insécurité au Mali. Et à un moment donné de notre histoire, notre peuple en réalité s'est divisé en 2 camps nets. Quand je dis les peuples, je ne parle pas des populations. Parce que comprenez bien, il y a une différence entre les peuples et les populations. Les populations, c'est 20 millions d'habitants, 22 aujourd'hui. Mais le peuple, là, c'est les forces actives qui orientent la société. C'est divisé en 2 camps nets. Il y a le camp qui dit qu'il n'est plus d'accord avec le système en place. Et un autre camp qui estime qu'on pouvait continuer ainsi. L'affrontement de ces 2 camps a duré 4 mois. Notre pays a failli basculer dans le désordre. N'eût été l'intervention salvatrice des forces armées de sécurité, qui ont appelé tout le monde à mettre balle à terre. Ça, c'est ce que j'appelle le changement de paradigme au Mali. 18 août 2020. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a oublié les exigences du peuple. Ces exigences, pour les résumer, elles étaient au nombre de 5. Premièrement, la défense et la sécurité. Nous n'avions plus de pays. On avait un État avec une superficie, une population de 22 millions d'habitants, mais c'était fini. Tout le reste s'est décidé ailleurs. C'est d'autres qui décidaient à notre place. Le terrorisme que les forces internationales étaient venues soi-disant combattre était confiné au grand nord du Mali en 2013. 7 ans après, il a pris les 80% de nos territoires. 7 ans après,
Il est allé au Burkina Faso, il n'y en avait pas là-bas. D'ailleurs, il y avait un président là-bas qui faisait le médiateur avec les terroristes. 7 ans après, c'est arrivé au Niger. 7 ans après, il y a des attaques au nord du Bénin, au nord du Togo. Donc c'est très clair que les besoins de sécurité étaient devenus fondamentaux. Et le peuple malien a décidé de jouer le pionnier. Première exigence, besoin de sécurité, défense et sécurité des citoyens. Deuxième exigence, les réformes. Nous sommes en train aujourd'hui de parler du programme national des valeurs, d'éducation aux valeurs. Il y a un des experts qui a parlé ici du rôle de l'élite dans une société. Vous savez, un pays, c'est comme un train. L'élite, c'est le wagon, c'est la locomotive. Et le reste de la société sont les wagons. Sans wagon, la locomotive ne vaut pas grand-chose. Et sans locomotive, le wagon ne peut pas bouger. Et donc une société, c'est l'élite qui réfléchit, qui dirige, qui oriente. Et la société qui suit, qui travaille. C'est comme ça qu'on fait bouger la société. Et cette élite a demandé des réformes depuis des années. L'exemple le plus illustratif, c'est notre Constitution. Pendant 20 ans, tous les pouvoirs ont essayé de la changer. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle Constitution. Le programme national d'éducation aux valeurs, ce n'est pas venu du ciel, c'est le travail de réflexion de l'élite dirigeante qui a amené à ça. Les assises nationales de la refondation, la mère de toutes les réformes, que j'appelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui décide la feuille de route de la transition. Personne ne parle plus, comment les militaires sont venus au pouvoir. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas du système. Mais les Maliens se disent, les conclusions des assises nationales de la refondation. C'est ici que les Maliens ont dit qu'il faut renforcer l'éducation scientifique. C'est ici que les Maliens ont dit, pendant les assises, il faut que l'or du Mali brille pour le Mali. Aujourd'hui, on a un nouveau code minier. Ensuite, les Maliens ont dit, la corruption a gangréné, désorganisé nos sociétés. Elle a même atteint l'outil de défense. Et vous écoutez des généraux étrangers pour dénigrer nos militaires et nous faire perdre confiance en nous-mêmes. Ils disent, oui, au Mali, il n'y a même pas d'armée. D'ailleurs, on va dans l'armée pour être général milliardaire. Il y a des hommes politiques qui vont sur les scènes internationales. Au Mali, il n'y a même pas d'armée. Si vous tirez seulement, ils fuient. Et on leur applaudit. Il y a certains qui veulent me mettre président d'ailleurs. Il paraît. Ou d'autres disent au Mali, il n'y a pas d'armée. Ils ne sont bons que pour les défilés et les coups d'État. On nous envoie ici dire EUTM et CAP pour former. Quand nos militaires disent de donner des balles pour faire des exercices, ils disent non, non, non. Ils ne donnent pas ils ne sont pas des exercices à caractère létal. On amène les forces internationales. On dit que c'est pour lutter contre le terrorisme. 2013. Vous vous rappelez du fameux discours du président français. Il dit l'intervention des cerveaux a 3 objectifs. Je vous rappelle tout ça parce que vous savez, l'histoire, on l'oublie souvent. Il est pédagogique de rappeler certaines choses. Ça ennuie certaines personnes, mais je suis certain que c'est porteur. Il disait que l'opération Serval a 3 objectifs. Lutter contre le terrorisme. Mais quand il venait, le terrorisme était au nord du Mali. Comment est-ce qu'il a pris 80% du territoire 7 ans après? Il est allé au Burkina, il est allé au Niger. Deuxième chose, au début, il disait lutter et détruire le terrorisme. Je vous ai montré que c'est faux, c'était du mensonge. Deuxième objectif, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal? C'est son armée. Donc c'était du mensonge. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. Moi, je lis toutes ces résolutions. Entre la résolution 2100 d'avril 2023 et l'avant-dernière avant qu'on ne chasse l'amunissement, c'est la terre et le ciel.
d'après les Bamana, ou sous Djageni Badji, ou bien comment on dit là, Djalani Badji. Totalement différent. Donc on est venu nous mettre un sac sur la tête. Avec 55 000 forces armées sur notre territoire, le terrorisme s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc, et ça c'est l'effet de la corruption. Parce qu'elle a généralisé tous les secteurs. Certains voient seulement l'armée, mais regardez l'école. Il y a des parents qui vont payer des notes. Quand on a mis certains en prison, à partir de la rectification, là, ça a cessé maintenant. Les Maliens ont commencé à croire qu'on peut gagner les examens en étudiant. Les concours pour rentrer à la fonction publique. On prend 3 millions, 4 millions, des gens collectaient 3, 4 milliards par an. Les études ne servaient plus à rien. Pour avoir des postes, pour être élu, pour avoir des terrains, pour tout avoir, tout s'achète. On n'avait plus de pays. C'est ça la réalité. Il y avait des gens qui disparaissaient. Disparition forcée. Certains pensent que ça a commencé maintenant. Mais c'est depuis des années. Donc les Maliens ont dit la lutte contre la corruption, l'impunité. Ensuite, il y avait ce machin, accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger. Un gros sac qu'on nous a mis dans la tête. On a appelé tous les chefs d'État ici. Tout le monde a parlé. Nous faisons partie, moi je ne nie pas, nous faisons partie de ceux qui avions cru que c'était la solution. Mais est-ce que vous vous rappelez ici des propos du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations, Hervé Latsous, un Français? La CEMA a refusé de signer l'accord. Il s'est levé ici pour intimider les autorités maliennes en disant de faire attention, ne profitez pas du fait qu'ils n'ont pas signé pour les attaquer. Notre ancien président, Alamahina Ibrahim Bokar Keïta, il s'est levé, on dirait qu'on l'a piqué au vif. C'est le sang malien qui a coulé dans ses veines. Il est venu à cette même tribune et il l'a répliqué. J'ai reproduit tous ses propos intégralement récemment dans un bouquin. Il lui a dit qu'on comprend ce que vous voulez dire. Nous avons une bonne lecture des relations internationales. Et la semaine a signé que le 20 juin, ce qu'ils ont un addendum qu'on appelle le revue des conclusions. C'est là-dedans qu'il y a le poison. Et on nous a dit que ça a la même valeur que l'accord qui a été signé ici. Donc pendant 13 ans, on avait ce machin-là sur nos têtes. Et certains sont là. Ah, ça a permis l'intégrité du Mali. Mais une intégrité, vous n'avez aucun droit à l'intérieur du pays. On vous tue. Il y a des mines où des gens exploitent. Je vous dis qu'il y a des Maliens qui ont près de 100 millions par jour dans les mines au nord. Un individu. Pendant que les autres mouraient de faim. Aucun puits au nord. Aucune route. Dans les budgets d'État, il y a des millions qui ont fait sortir des milliards pour l'entretien des routes. Il y a des fonctionnaires qui sont dans des postes pour faire des forages et des routes au nord. Ils ne font rien pendant 20 ans. Mais on dit à l'intégrité du Mali qui est préservée. Et c'est les mêmes personnes qui vont dans les réunions internationales pour dire il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route. Alors que c'est lui qui a le pied là-dessus. C'est lui qui a son pied sur l'aiguille, vous êtes en train de chercher. Il fait partie de ceux qui cherchent, vous n'allez jamais trouver l'aiguille. Et on nous maintenait dans ça. Que le Mali a son intégrité territoriale. J'entends des diplomates qui nous font des leçons aujourd'hui, qui disent que l'accord a permis de garder l'intégrité territoriale. Mais allez-y à Gao et Tombouctou, c'est des assassinats ciblés. Tous les opérateurs économiques, on les élimine. Toutes les maisons sont achetées au centre par les narcotrafiquants. Donc dans 15-20 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Les narcotrafiquants allaient dominer notre pays. Les vraies populations ont été expulsées, être à la périphérie. Les élections bidons qu'on organise, on va corrompre tout le monde. Et ce sont les narcotrafiquants, les voyous, les délinquants, les criminels qui vont siéger dans les institutions ici. Parler au nom de tout le monde. La dernière assemblée qu'on a fait renverser. Mais moi j'ai écrit là-dessus. Certains sont venus là-dedans pour organiser une nouvelle constitution, pour préparer la partition du Mali, démocratiquement entre guillemets.
heureusement que le peuple s'est soulevé, il a chassé cette Assemblée nationale. Je n'ai rien contre les individus, parce que c'est un système. Ce n'est pas les personnes. Mais ce sont les mêmes citoyens. Quand le régime a changé, on a fait 8 mois avec des accolades, avec des compliments. Ah, ils ont fait en 3 mois ce que l'ancien régime n'a pas pu faire en 7 ans. Vous savez, les Africains sont très sensibles aux compliments. Et les autres ont tellement compris qu'on donne des compliments à nos dirigeants. Ça, c'est devant les gens. Mais derrière l'Iro, on les menace, les bagabagas. On leur dit de faire ce qu'ils veulent. Nima ke, ubitachi. Eux-mêmes, ils vont fabriquer des opinions pour faire révolter ta population contre toi. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des indépendances, là, en 1940-56, la plupart des dirigeants africains, là, c'était des nationalistes. À partir de 1958, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a appelé certains dans les chambres. On les a menacés de mort. On a tué leurs adjoints. Ils sont venus, ils ont eu peur, ils sont venus dire maintenant on est avec vous. Jusqu'à la mort. Ceux qui ont refusé, on a mis le feu dans leur pays. On a brûlé des villages au napalm. Assassiné des nationalistes. C'est comme ça qu'on nous a réduits au silence. En Algérie, il y avait un moment, vous savez, le nombre de cadavres était tel que, pour que la communauté internationale ne vienne pas voir, on ouvre les cimetières, on brûle les cadavres et on fait les cendres partent en l'air, pour éviter que des enquêtes ne viennent montrer combien de personnes on a tuées. Au Cameroun, des villages entiers brûlés au napalm. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, on a changé. Démocratie. On nous met à la tête des États un citoyen de leur pays. Le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée ont tous des passeports étrangers dans leur poche. Vous n'avez pas entendu Assimi Goïta vous dire qu'on l'a téléphoné d'une certaine capitale pour dire voilà celui qu'on veut comme président, premier ministre, président de l'Assemblée. C'est comme ça que ça se faisait. Vous les voyez descendre des voitures avec des cravates bien parfumées, ils nous menacent là, baga. Fouille. Quand ils quittent là-bas, ils tremblent en rentrant dans l'avion. C'est arrivé ici qu'ils viennent nous faire le malin. Mais c'est dans cette situation que les Maliens étaient. Les Maliens disent qu'ils n'en peuvent plus. Et enfin, il fallait la stabilité minimum pour que nos forces armées puissent se battre. Parce que quand un militaire est au front, sa femme, ses enfants, sa famille ne mange pas, sont malades, il ne peut pas se battre. Il faut le mettre dans les minimums de conditions. Donc je récapitule. Les Maliens se sont soulevés pour la défense, les réformes, la lutte contre la corruption et l'impunité. L'accord a cherché à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile-là. 55 000 forces armées et les touristes États. Et enfin, la stabilité. C'est en ce moment que dans la confrontation entre ces deux forces, dont l'une d'eux fait réforme, l'autre ne veut pas, l'armée est venue mettre tout le monde d'accord. Et on a changé de paradigme politique. Nous avons fait 9 mois à recevoir des compliments, on voyage. Le Mali est bien. Dja, ils élaboraient une stratégie pour nous récupérer. Mais mal en a pris. L'armée a encore repris ses responsabilités. Et le 24 mai, ce qu'on a nommé le jour de la rectification est intervenu. Cette rectification a commencé à donner ses fruits à partir du 7 juin 2021, quand la nouvelle équipe s'est installée. Et on a repris notre pays. Ce n'est pas les mêmes militaires, ce n'est pas les mêmes moyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Il y a un nouveau chef d'État, chef suprême des armées, un nouveau ministre de la Défense. Les chefs militaires ont été mis en confiance. Ils ont transmis cette confiance à leurs hommes. Un peuple qui a confiance peut tout faire. Et l'armée nous a restitué ce que nous avions perdu. On n'avait plus confiance en nous-mêmes.
L'armée nous a restitué cette confiance. Et un peuple qui a confiance peut tout faire. Les militaires maliens. Académie à Mandimi ne ba fo. Ulu de anga horéan segama. Ou monnaie de Boana. Ça, c'est à partir du début de la rectification. Tout le monde se rappelle. Et récemment, d'ailleurs, le ministre de l'administration a rappelé ça à son discours du haut de la tribune des Nations Unies, que c'est à partir de la rectification que les choses sérieuses ont commencé. Et à partir de décembre, l'armée a amené le fer dans le camp des terroristes. C'est pendant cette même période que les Maliens se sont retrouvés pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont réfléchi ensemble, c'est ça les assises nationales de la refondation. Les Maliens ont tracé une nouvelle feuille de route. C'est ce que nous sommes en train d'appliquer. On a s'est battu dans ça. Tous les Africains se sont réveillés. Il n'y avait personne en ce moment, on voulait nous étouffer seuls. Après, le Burkina est venu, le Niger est venu, d'autres sont venus parce que vous savez, chez eux, il y a les bons coups d'État, les mauvais. Quand il y a eu un coup d'État dans un pays que vous connaissez, ils se sont réunis, ils disent attention, en Afrique, là, on a des intérêts. Hein. Le commissaire aux affaires extérieures de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne en Europe, à Toledo, en Espagne. Il dit attention, il y a un coup d'État qui vient de se passer en Afrique. En Afrique, là, on a des intérêts. Hein. Il faut qu'on cherche à comprendre les Africains. Il dit ah bon? Tu te réveilles à midi. Nous, on est sur pied depuis 6 heures. On se bat contre vous. C'est maintenant que tu te rappelles que vous avez des intérêts. Donc, leur problème, ce n'est pas les coups d'État. C'est leurs intérêts. Ces histoires de mon ami, mon frère, il n'y a rien entre les États là. C'est les intérêts des États et des peuples. Et les Africains, on les tape dans le dos, on les chahute, ils sont très heureux. Nous, nanaya, ah oui, en bonya. Kassoro fouille. En réalité, c'est pour les avoir. C'est comme ça qu'on a tenu. Le balabala qui était derrière tout le monde, Antara Goshadala, Yormina, Obado, Aye Manganchi, Maliens Fanouli ya Manganchi. Et les Maliens ont recouvré leur dignité avec leur armée. Nous avons renvoyé toutes ces forces qui étaient là pour nous embobiner. Ko Takuba, Ko G5 Sahel, Ko Barkhane, Ko Minisma, Ko Pirtier Barata. Tous ces gens-là étaient là pour nous maintenir dans l'obscurité. Notre armée a déchiré tout, a déchiré ces voiles-là. Et nous avons commencé à voir clair. Moi, j'ai vu un président africain en 2018 qui dit, mais moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il y a 55 000 forces armées au Mali et le tourisme s'étend? 2018. 2019, disons. Je vois le même président, lorsque notre armée a déchiré ce voile-là, dire, mais sans l'amunissement, comment les Maliens vont faire? J'ai dit, ah bon, c'est toi encore. Et il est président dans son pays. Heureusement que les gens sont débarrassés de lui après. Vous savez de qui je parle? Donc, on a une spécificité, mesdames et messieurs. Ce n'est pas seulement dans notre histoire lointaine. Dans l'histoire moderne, le Mali a écrit en or de nouvelles pages pour l'Afrique. Tous les Africains sont fiers de vous aujourd'hui. Tout le monde. Vous le dites tous. J'ai vu un magistrat qui a été jusque dans les pays du Moyen-Orient. Il dit que quand il est rentré, il a dit qu'il est malien. Tout le monde s'est levé pour applaudir. Il dit que c'est ce jour qu'il a compris en réalité qu'il y a une lame de fond au Mali qui est en train de faire bouger le monde entier. On a voulu nous étouffer. Le peuple a dit non. Il est sorti le 14 janvier, qu'on a baptisé après le jour de la souveraineté retrouvée. Nous avons duré dans cette certification. Tout le monde nous regarde. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis tout ça là? C'est pour que les uns et les autres comprennent. Parce que l'action politique a besoin de pédagogie à certains moments.
Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de confusion. Les deux forces qui étaient opposées là, la force qui dit qu'il ne faut pas de changement là, mais il y a certaines composantes de cette force qui disent aujourd'hui que c'est eux le changement, les nouveaux amis de la transition. Ils veulent chasser les autres. Vous savez, notre premier chef d'État, Modibo Keïta, dit que quand les propriétaires observent sans rien faire, c'est le festival des brigands. Nous n'allons pas accepter que le festival des brigands se fasse au Mali. C'est pour cela que j'ai dit, je le répète, nous sommes à l'heure de la clarification. On a changé de paradigme, on a fait la rectification, il nous faut la clarification aujourd'hui. On ne peut pas continuer dans la confusion. Dans l'histoire des peuples, je vais vous dire comment ça se passe. C'est la lutte des forces politiques et sociales. Lorsqu'ils nous forcent à aller dessus, soit par des élections, soit par d'autres voies, c'est elles qui tracent la voie à suivre. Et tout le monde suit. À un moment donné de l'histoire, le peuple peut dire que ça ne lui convient pas, il change d'avis. Mais il ne vient pas, pendant qu'il gagne, les forces qui ont changé le Mali, on leur dit de rester dehors. Celles qui ont été terrassées, là, celles qu'on amène dans la chambre pour discuter, comme quelqu'un disait, ah, il faut que ces gens-là sachent que le Mali, ce n'est pas eux seuls. Mais le Mali, là, n'est pour personne. Mais il faut être réaliste. À chaque moment de l'histoire, on a une orientation qu'on suit. Et celui qui est contre cette orientation, il ne veut pas que ça marche. C'est pour cela que la première fois où j'ai rencontré la classe politique, quand je leur ai fait un exposé des visions de la transition, il y a certains qui m'ont dit, mais vous n'êtes pas venus pour ça. Vous êtes venus pour organiser les élections et partir. C'est un gouvernement élu qui va faire les réformes. J'ai dit, ah bon? Toi, tu étais où avant le 18 août? Mais il était dans l'autre camp. On tient nos militaires, on les entrait dans les fosses communes. Il y a des gens qui empochaient cet argent. C'est des gens de leur parti qui viennent me dire qu'il faut faire des élections et partir. Mais l'argent volé là, ils vont utiliser pour corrompre les gens. C'est les mêmes personnes qui vont rester au pouvoir. Depuis ce jour-là, j'ai dit au monsieur, tu sais, Ambe Malien, Ambe Doda qui l'a fait, mais Ante Boda qui l'a fait. Ane Outseka Boda qui l'a fait. Après, certains sont allés dire qu'il a insulté les partis. Je n'ai insulté aucun parti politique. L'histoire a une logique. Les forces qui ont amené le changement, c'est elles qui dictent le tempo de la transition avec l'armée. Et j'ai expliqué aux forces politiques civiles que sans l'armée, vous n'irez nulle part. Sans l'armée, vous allez marcher ici pendant des mois. C'était aller se décourager, on allait corrompre d'autres, d'autres on allait les frapper. Donc, le rôle de l'armée, ce n'est pas de parachever seulement. Hein. Les militaires ne parlent pas, mais c'est la société, ils observent. Ils ont évité le désordre à notre pays. Mais cela ne doit pas faire qu'on oublie aussi le rôle des forces politiques et sociales. Les gens qui se lèvent maintenant, je vois dans les réseaux, partout, ah, c'est nous la transition. C'est ce que j'appelle les faux amis de la transition. C'est Minumba Fatete. Ah, mbeta mbesa inofe. Ça y nana domina. Atete tara Dakar ubetununa. Donc ces faux amis-là, moi je demande à tous les Maliens qu'on fasse l'union sacrée autour de nos autorités pour conduire cette transition. Mais tous ceux qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, nous n'allons jamais accepter ce que j'appelle la clarification. C'est le temps de la clarification maintenant. On ne peut plus continuer. Parce que vous savez, la parole est donnée aux politiques pour deux raisons. Il y en a qui parlent pour vous expliquer ce qu'ils veulent. Mais il y en a qui parlent pour vous cacher leurs vraies intentions. Vous savez qu'au Mali, il y a des groupes, des gens qui sont devenus célèbres, parce qu'ils sont dans les radios, dans les médias, ils parlent. Ils sont devenus des grandes personnalités. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Ils ont tout. Parce qu'ils agressent les gens verbalement. Ils insultent les personnes d'honneur. Tout le monde a peur. Et ils deviennent des célébrités.
Ça, ce n'est pas des gens qui veulent le changement. Le Mali n'acceptera pas que ceux qui ne sont pas pour le changement lui disent là où il doit aller. On ne l'acceptera pas. C'est comme ces États qui veulent nous vassaliser. Nous leur avons dit, laissez-nous en paix. Nous ne mêlons des affaires d'aucun pays, mais ne vous mêlez pas de nos affaires. Nous ne serons l'État vassal de personne. Moi, je vois des Maliens qui viennent dire « Ah, l'armée seulement, ça ne suffit pas, il faut négocier. » Mais qui a dit le contraire? Mais on n'a fait que ça pendant 30 ans. Montrez-moi un seul de ces grands pays qui a passé son temps dans les discussions. Avec le terrorisme, on se bat contre lui, on l'écrase. Et en ce moment, on négocie. Un État qui va dans des négociations en rapport de force, on lui impose ce qu'on veut. C'est ce qu'on nous a fait ici. Donc ceux qui sont en train de chanter, négocier avec les terroristes, on ne négociera pas avec les terroristes. Les terroristes, il faut les combattre. Et ceux qui sont les Maliens qui sont d'accord, ils reviennent, on discute. Tout le monde peut faire l'erreur dans la vie. Si vous reconnaissez que vous avez fait des erreurs, le peuple malien est capable de tourner la page, mais vous ne venez pas dire aux Maliens, ah, il faut qu'on négocie. Quelqu'un qui prend les armes pour te tuer, pour te chasser de ton pays, tu vas négocier quoi avec lui? Donc, je veux dire à tous ceux qui nous chantent ces chansons-là, que nous comprenons très bien là où ils veulent aller. Ils chantent à droite, en réalité, leur intention de virer à gauche. Mais nous, on va aller tout droit. Donc, il faut qu'ils se méfient. On ne va pas nous embrouiller avec des discours, des gens qui sortent d'un régime à l'autre, des gens qui se sont battus contre les changements, qui chantent de veste aujourd'hui, au lieu de venir qu'on collabore pour faire avancer le pays, ils viennent dire non, 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 il faut venir nous suivre. Les Maliens ne vont pas suivre pour aller en arrière. Vraiment, c'est cette fois de la clarification, je voudrais que la haute administration, vous la compreniez très bien. On est à la phase de la clarification. Les Maliens doivent être unis autour des intérêts supérieurs du Mali. Ce n'est pas pour faire valoir les discours qui nous viennent de l'étranger. Ah, les droits de l'homme, ah, c'est qui a dit qu'on ne veut pas les droits de l'homme? On veut que notre pays avance. Il y a certains, même les inondations là, qui sont en train d'envahir tout le Sahel, ils disent que c'est Assimi Goïta. Mais quoi, Assimi Goïta? Les inondations aussi, c'est lui. Mais comme on sait que ça fait mal, vous savez qu'une personne qui a faim, elle ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas à manger. Quelqu'un qui a sa maison inondée, quand tu vas lui dire, mais c'est Assimi Goïta qui n'a rien fait, c'est pourquoi tu es dans l'eau. Mais tu le fais fâcher aussi. Donc, il y a des discours spéciaux aujourd'hui qu'on est en train de diffuser pour décourager les Maliens. L'objectif, c'est de faire de nous les derniers. On était les premiers dans le changement. Il y a des gens qui travaillent pour qu'on soit les derniers. Ça n'arrivera pas. Nous allons redoubler de vigilance et avoir une grande capacité de discernement. Les discours spéciaux de personne ne vont nous amener là où on ne doit pas aller. On va là où le peuple malien veut qu'on aille. Et la haute administration, c'est vous qui constituez l'élite. Il est important que vous compreniez les vrais enjeux politiques, historiques. Il y a un proverbe bambara qui dit que vous ne pouvez pas traverser un marigot où il y a des caïmans avec le courage d'autrui. Un marigot où il y a des caïmans là. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Ces faux soutiens de la transition là, dès que ça chauffe, ils vont courir aller en arrière. Les vrais acteurs de la transition sont rentrés dans l'eau quand il y avait des marigots. Dans le marigot quand il y avait des caïmans. Ils vont traverser. Maintenant, c'est les faux soutiens qui viennent faire des tambours ici. Moi, j'ai vu même des gens qui sont venus donner des leçons ici, à la transition, qui se sont battus jusqu'au sang, jusqu'au 18 août. Mais que les gens aient la modestie de laisser les forces du changement conduire le Mali là où il faut. Le jour où les Maliens ne veulent pas, ils vont les renvoyer. Mais venir faire des pressions, des manipulations pour amener les gens à abdiquer, ça n'arrivera pas. Nous allons plier, mais nous n'allons jamais rompre. Il faut que ça soit très clair.
Les terroristes, personne ne va amener à négocier avec eux. L'armée aujourd'hui est en train de les... avec Ubuntu. Mais quand notre armée perd des batailles, il y en a qui fêtent. Mais dans quelle guerre on ne perd pas de batailles? Notre armée perd des batailles, mais elle va gagner la guerre. Parce que son combat est juste. Parce que nos dirigeants militaires, les chefs militaires, ont redonné confiance. Parce que nos soldats ne reculent devant rien aujourd'hui. Voilà les éléments que je voulais vous dire. Et personne ne va nous tromper. Abraham Lincoln a dit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps. Mais nous tromper tous en même temps là, personne ne va réussir ça. Donc vraiment, ceux qui clignotent à droite, ils virent à gauche là. Il vaut mieux, si vous clignotez à droite, allez-y à droite. Nous, en tout cas, on va tout droit. Et nous laisser en paix. Notre pays va réussir. Cette transition-là, n'importe quelle personne se met contre cette transition. Allah te sera dama. Personne. Je suis profondément convaincu de cela. Et je voudrais que vous soyez convaincus de cela. Tout ce travail qui est en train de s'abattre, d'être abattu sous la transition, grâce à vous, parce que les chefs ne peuvent rien faire si ce n'est pas vous. Akanake Sanji Koro Woshi. Il faut que on ne soit pas comme des gens qui transpirent sous la pluie. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots, j'ai été peut-être très long, mais c'était nécessaire que je voudrais vous saluer pour votre mobilisation, pour votre patience, pour votre capacité d'écoute. Et dire à nos experts que nous sommes fiers de vous. Réécrivez la vraie histoire du Mali. Ce qu'on nous a enseigné là, c'est ce que les autres ont écrit. Quand vous prenez un enfant, il va vous parler de la Révolution française de 1789, de l'ère industrielle à Londres, en Angleterre, mais il ne connaît rien de chez lui. Messieurs les professeurs, le programme national d'éducation aux valeurs doit être un bréviaire pour tous les cadres supérieurs de notre pays. Il faut lire et relire et le relire, le comprendre, l'avoir sur vos tables, comme un livre de chevet. Parce que le président et le gouvernement qui travaillent sous sa conduite se sont dédiés à faire le Malikoura. Mais le Malikoura ne peut pas se faire sans l'apport de tous les Maliens. Mais que tout le monde soit de bonne foi. Et il ne peut pas réussir sans votre apport. Parce que l'administration, c'est vous. C'est vous qui êtes dans la locomotive. Donc, faites-la marcher, tenez bien le guidon et le Mali va arriver à bon port. Inch'Allah. Merci beaucoup.